Bonjour, bienvenue à Strasbourg. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'actualité européenne dans Europe Hebdo. Dans cette émission, direction l'Ukraine. Depuis 3 mois, les opposants au président Yanukovych campaient place Maïdan à Kiev. La semaine dernière, les violences ont repris. Bilan, 82 morts et la communauté internationale s'active pour sortir le pays du blocage politique et économique. Mais d'abord, l'actualité, vous pensiez en avoir fini avec les organismes génétiquement modifiés? Eh bien, pas vraiment. Alors, faut-il s'attendre à avoir des OGM dans notre assiette? C'est la question de la semaine. On pensait en avoir terminé. Après tout, on avait voté un moratoire, non? Les OGM, pas chez nous, jamais. On pensait travailler à une agriculture durable, respectueuse. Et là, faute de consensus au sein des 28 lors d'une réunion des ministres des Affaires européennes, voilà que la Commission autorise la culture du maïs TC 1507 du fabricant Pionnier, contre l'avis de la majorité des États membres et du Parlement européen. Branle-bas de combat. La France se dit déterminée à interdire la culture sur son sol, mais le Sénat rejette la proposition de loi. Et depuis des années, le Conseil d'État casse tous les moratoires et autres clauses de sauvegarde, arguant du manque d'éléments scientifiques nouveaux, prouvant les risques des organismes génétiquement modifiés. Alors, pourquoi ne pas cultiver des OGM ? Alors, à quand les OGM dans notre assiette? Et alors, qui mieux que José Bové pour répondre à cette question? Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, on ne vous présente plus. Vous êtes vice-président ici au sein de ce Parlement de la Commission Agriculture et Développement Rural. Et vous êtes candidat à la présidence de la Commission européenne pour les Verts européens avec Ska Keller, allemande. José Bové, après tout ce tintouin, là, on en parle depuis des années des OGM. Pourquoi est-ce qu'on ne testerait pas finalement? Écoutez, les choses sont assez simples. Il y a eu une étude indépendante qui avait été faite par le docteur Seralini sur les aspects sanitaires. Elle a été contestée. Elle a été invalidée. Elle a été contestée par beaucoup de gens. Moi, j'en ai parlé avec l'Agence européenne sanitaire des aliments. Ils sont d'accord pour dire qu'il faut mettre en place un protocole scientifique sur cette question des risques à long terme pour la santé. Donc maintenant, ce qu'on attend simplement, et ça devrait se faire dans les mois qui viennent, que l'Agence européenne et des agences nationales se mettent d'accord sur le protocole scientifique avec aussi des chercheurs indépendants et qu'on lance ce processus. C'est quelque chose qu'il faut faire puisque ça n'a jamais été fait au niveau international. Pour rappeler à nos téléspectateurs, le professeur Seralini donc, a monté en fait une étude sur 6 mois, je crois, sur des rats. 2 ans. 2 ans, pardon. Sur des rats, il s'est avéré en fait que l'ingestion à long terme en fait d'OGM a provoqué en fait des cancers du foie, des excroissances. Enfin, on se souvient un petit peu tous de ces images effectivement de rats complètement déformés. Donc cette étude a été invalidée et ne fait plus partie de la littérature scientifique. Est-ce qu'au fond, on peut faire confiance en fait à ces études-là? Le problème, c'est que depuis des années, on demande à ce qu'il y ait des études qui soient organisées au niveau européen et avec les pays membres de manière complètement indépendante. C'est quelque chose, grâce, je dirais, à l'étude de M. Seralini, qui a montré, semble-t-il, un certain nombre d'insuffisants, mais moi je ne suis pas scientifique non plus, tout le monde se met d'accord pour dire qu'il faut le faire. Donc mettons en œuvre cette étude et on aura comme ça des éléments qui ne pourront plus être discutés ou qui pourront permettre d'autres études ensuite. Alors pourquoi on ne la fait pas cette étude? Où est le problème finalement? C'est les fonds? C'est quoi? Écoutez, les fonds, ce n'est pas un véritable problème parce que c'est relativement limité. On parle de 3 millions à peu près pour mener cette étude. Donc c'est quelque chose qui, au niveau européen, est tout à fait possible. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique et que l'agence européenne ait le feu vert pour le faire. Donc j'espère que dans les prochains mois, les choses vont démarrer. Ça a été acté comme une nécessité. Donc tout le monde est d'accord. Alors, moi, je vais jouer un petit peu l'avocat du diable, mais après tout, aux États-Unis, on en mange depuis 15 ans, sans que ça pose particulièrement de problème, semble-t-il. On importe entre 300 000 et 500 000 tonnes. Enfin, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, je dirais, de cynisme à se dire non, non, nous, on veut pas en cultiver, mais on continue d'en importer. La plupart des bêtes, en fait, en mangent, donc pourquoi pas
pourquoi pas en cultiver finalement? Alors, d'abord sur les études sanitaires, comme on en a dit, si on ne veut pas chercher, on ne trouve pas. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'études, on ne peut pas savoir quelles sont les conséquences sanitaires. Mais d'autres problèmes se posent, des problèmes environnementaux, les transferts de gènes sur les autres cultures. Donc ça pose un véritable problème. Les problèmes sur les insectes non cibles qui deviennent résistants, y compris les insectes cibles. Donc les générations futures sont beaucoup plus résistantes. Les plantes qui deviennent elles-mêmes résistantes aux herbicides et ce faisant, les mauvaises herbes, entre guillemets, de la même manière, deviennent résistantes. Ça pose énormément de problèmes. Donc on a un problème très large, y compris des problèmes économiques pour savoir si ça ne va pas entraîner des distorsions de concurrence. Donc tout ça doit être étudié et mis au même niveau que les questions sanitaires. Bon, alors José Bové, vous venez de publier en fait ce livre qui est absolument incroyable puisqu'il s'appelle Hold Up à Bruxelles et on lit ça vraiment comme un polar. Vous nous racontez en fait les arcanes de toutes ces agences et notamment l'EFSA, donc l'agence européenne qui est en charge entre autres de la question des OGM et vous pointez les problèmes en fait des lobbies et des conflits d'intérêts entre les gens qui sont à la tête de cette agence et l'industrie agroalimentaire, les biotechnologies, etc. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu laissé Bruxelles et notamment ces agences aux mains de ces industries agroalimentaires et biotechnologiques? Alors, il faut rappeler que donc, cette agence européenne sanitaire des aliments, AESA en français, EFSA en anglais, est née en 2002 après la crise de la vache folle. Et c'était effectivement donc un progrès, c'était quelque chose d'important à mettre en œuvre pour étudier l'ensemble des questions. Ce n'est pas simplement les OGM, ce sont les pesticides, les colorants, l'aspartame, tous ces sujets sont étudiés par cette agence. Le problème, c'est que ça a été mis en œuvre et en fait, il n'y a pas eu véritablement de contrôle derrière pour vérifier comment ça fonctionnait. Et je me suis rendu compte, en étant ici au Parlement européen, qu'il y avait des choses bizarres. D'abord, les experts souvent viennent de l'industrie. Premier problème. Souvent, les éléments qui servent à analyser, par exemple, les OGM, sont directement les éléments fournis par Monsanto. Donc, Monsanto dépose une demande de nouvelles OGM et on les teste à partir des normes de Monsanto. Ça pose évidemment un deuxième problème. Et le troisième problème, je dirais le plus grand, c'est que je me suis rendu compte, et j'ai mené l'enquête, que la présidente de cette agence était elle-même issue du plus gros lobby de l'agroalimentaire mondial, qui s'appelle l'ILSI, qui est un sigle pas du tout connu, qui a des antennes dans tous les continents, et cette personne était membre du conseil d'administration, et elle l'avait caché. Donc c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Et quand le Parlement européen, suite à ma révélation, s'est rendu compte de cela, eh bien, a refusé de voter le quitus à cette agence et cette personne a été contrainte de démissionner. Là, on était vraiment dans le conflit d'intérêts majeur. Je conseille effectivement la lecture parce que ça se lit vraiment comme un polar. José Bové, je disais tout à l'heure que vous étiez aussi candidat à la présidence de la Commission pour les Verts. Je voudrais qu'on écoute une de vos potentielles, entre guillemets, votre consoeur au sein de ce Parlement et votre adversaire politique. On écoute. Est-ce que vous effectuerez tout votre mandat de député européen? Si vous êtes élu, hein, bien sûr, en mai prochain. Est-ce que vous irez au terme de votre mandat? Je ne sais pas. Si ça se trouve, je serai élu présidente de la République en 2017, je serai obligé d'interrompre mon mandat de député européen. Donc vous vous engagez pas pour toute la législature européenne? Si les Français décident de me porter à l'Élysée... Il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi les législatives. Je pense qu'honnêtement, mes électeurs le comprendront. Donc, trait d'humour de Marine Le Pen sur le plateau de Public Sénat il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de ces sondages qui indiquent que le Front National est aujourd'hui le premier parti de France? À quoi vous vous attendez lors de l'élection du 25 mai prochain? Les choses, vous savez, sont en train de bouger. Et je crois que les Français notamment, mais je pense que c'est la réalité pour les autres Européens, sont en train de se rendre compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution aux crises, je dirais au pluriel, économique, sociale ou environnementale, sans un renforcement de l'Europe. Aujourd'hui, la solution des crises passe par l'Europe. Si on veut faire en sorte qu'il y ait une harmonisation sociale, fiscale, si on veut permettre aux jeunes de retrouver de l'emploi, ça va passer par l'Europe. La reconversion écologique de l'industrie pour faire face au changement climatique, ça passe par l'Europe. Donc il va falloir investir au niveau européen. Donc je crois que là-dessus, les gens sont en train de se rendre compte. Et si on demande aux Français concrètement, si on va
on s'affine catégorie par catégorie sociale. Les gens ne rejettent pas l'Europe, au contraire, simplement ils ne veulent pas de cette Europe-là. Et je crois que c'est ça la grande différence. Les gens sont pro-européens, mais ils n'acceptent pas une Europe qui soit technocratique. Alors les gens sont pro-européens, ça reste effectivement à démontrer. Ah si, alors là, quand vous voulez. Bon, là, en attendant, quand on en entend parler, c'est plutôt l'Europe des banques et pas l'Europe des peuples. On veut moins d'Europe pour ça. Non, on veut changer d'Europe. Les gens ne remettent pas, même l'euro, les gens ne remettent pas en cause. Vous êtes même d'accord avec Jean-François Copé qui pourrait dire « j'aime tellement l'Europe que je veux la changer ». Je trouve intéressant de voir M. Copé dire cela, alors qu'il reste dans un modèle très ancien d'Europe intergouvernementale. Aujourd'hui, quand on dit plus d'Europe, ça veut dire qu'il faut les États-Unis d'Europe. Il faut une souveraineté. C'est ce que dit Daniel Cohn-Bendit. Il faut les États-Unis d'Europe. Et vous souscrivez à ça? Fédéralisme européen. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que si on veut garder une souveraineté française, il faut renforcer la souveraineté européenne. Et quand on voit ce qui se passe à Kiev, avec des gens qui brandissent le drapeau européen, c'est pas pour entrer demain dans l'Europe, mais c'est pour dire ce sont les valeurs de démocratie et de transparence qu'on veut chez nous. Alors justement, la transition, elle est impeccable, puisque justement, on va partir à Kiev. Qu'est-ce que vous pensez de la position de l'Europe sur ce conflit en Ukraine? Est-ce qu'on n'a pas été trop tard et pas assez vite? Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'atermoiements qui ont été, à mon avis, négatifs. On aurait dû taper, l'Europe, Madame Ashton aurait dû taper du poing sur la table beaucoup plus vite. Il faut qu'on aide d'abord les Ukrainiens à faire des élections qui soient vraiment transparentes. Qui sont prévues le 25 mai. Qui sont prévues le même jour que l'élection européenne. C'est un petit clin d'œil, mais qui est très intéressant. Ça, c'est le premier stade. Et puis ensuite, il va falloir organiser une réunion des donateurs pour véritablement mettre ça en œuvre. Mais pour que pas, il faudra faire attention, que ça ne soit pas une réunion technocratique, qui ait vraiment des responsables politiques et qu'on n'assène pas au peuple ukrainien un régime absolument insupportable. Merci José Bové. Justement, nous, on continue direction place Maïdan. Depuis 3 mois, les opposants au président Yanukovych campaient sur cette bien nommée place de l'Indépendance. Motif, l'arrêt brutal des négociations avec l'Europe et le retour, entre guillemets, dans le giron russe et une corruption endémique de la part des gouvernants. Nous étions à Kiev pour rencontrer un petit peu les protagonistes quand la révolte a éclaté. Bilan, une centaine de morts et depuis, les instances internationales sont au chevet de l'Ukraine. C'est un reportage de Jérôme Rabier. « 20h, place Maïdan à Kiev, le mardi 18 février. La police charge les manifestants installés là depuis plus de 3 mois. Une nuit où la révolution ukrainienne a sans doute basculé. La veille encore, le calme régnait. Comme depuis 3 semaines, manifestants et policiers se font face dans une rue qui borde la place. Et sur les barricades, on réclame encore et toujours le départ du président. On est là pour que Yanukovych s'en aille. Dégage, sale criminel, dégage! Il est au pouvoir depuis 4 ans. 4 ans et rien n'a changé. Combien de gens sont en difficulté? Combien sont dans la pauvreté? Les pensions de retraite, c'est 600, 700 grivnas. On ne peut pas vivre avec ça. Le gaz est cher, le prix des aliments augmente, tout devient plus cher. Dans ce no man's land, le sol témoigne des affrontements. Et côté policier, le discours est à l'apaisement. Ce sont des Ukrainiens comme nous. Je ne les considère pas comme des criminels. Il faut espérer qu'il n'y aura plus d'événements comme ceux de janvier, que nos hommes politiques seront suffisamment raisonnables et patients pour trouver une solution. Parce que l'affrontement, ce n'est pas bien. C'est un chemin qui mène nulle part. C'est pour cela qu'il doit trouver un compromis. Fin novembre 2013, à la surprise générale, le président ukrainien Viktor Yanukovych refuse de signer un accord commercial et d'association avec l'Union européenne. Il préfère se tourner vers Moscou qui offre 15 milliards de dollars et un rabais sur les prix du gaz. Car les caisses du pays sont vides, le défaut de paiement n'est pas loin. Une mauvaise stratégie pour Igor Burakovsky, économiste à Kiev. Il est clair que l'harmonisation de notre marché avec le marché européen, c'est un vrai investissement pour le futur, car il s'agit de réformes structurelles dont l'Ukraine a besoin. Aux abords de la place, les manifestants se préparent à un nouvel affrontement. Ici, l'accord avec l'UE est passé au second plan. La priorité est désormais au départ du président.
Dans les rues, les milices d'autodéfense côtoient des femmes et des hommes de tous âges. Pas question pour eux de lâcher la place Maïdan, devenue le symbole de l'Ukraine indépendante. On n'en peut plus, les gens sont à bout. Ce sont les Ukrainiens intelligents qui sont ici, vous comprenez? Les gens sont à bout. Tout le monde doit être présent ici. Vous n'avez pas honte de nous regarder dans les yeux? Non, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Je suis là parce que nous voulons tous vivre dans un pays différent. Dans un pays où les lois sont respectées, où il y a un véritable état de droit. Pas dans un pays dirigé par des lois faites par des criminels, où la règle est le pistonnage et où un clan s'accapare toutes les richesses. L'état de droit, un vœu pieux. Depuis décembre, de nombreux manifestants ont disparu, ont été torturés ou emprisonnés. La contestation s'organise et des associations tentent de protéger les droits des opposants. Euromaïdan SOS, bonjour. Je vous écoute. Bien qu'en Ukraine il existe la présomption d'innocence, ce n'est pas respecté. Tous les arrêtés d'Euromaïdan sont par exemple rangés dans la catégorie criminelle. Déçus par l'attentisme européen, les insurgés de Maïdan n'espèrent plus grand-chose du vieux continent. Je pense que la position des manifestants de Maïdan a évolué vis-à-vis de l'Europe. On est passé d'un certain euro-romantisme à un euro-réalisme. Ils comprennent désormais que la situation en Ukraine doit être décidée par les Ukrainiens eux-mêmes. Les 3 mois de contestation ont déjà apporté un petit souffle de liberté. Des médias indépendants non détenus par des hommes politiques ou des oligarques proches de la Russie ont émergé. À Espresso TV, chaîne diffusant 24 heures sur 24 sur Internet et lancée au moment des événements, on aspire à être un acteur du changement. Hier, les manifestants d'Euromaïdan se sont rassemblés devant le domicile du procureur général ukrainien Viktor Pshonka. J'adorerais penser et je pense que notre chaîne est un des déclencheurs qui peut permettre d'accompagner le changement. C'est ça qui est beau dans cette situation parce que vous pouvez voir que des gens normaux, des journalistes, des militants de tous bords viennent sur scène et disent « vous pouvez faire changer les choses, vous pouvez changer les choses ». Et c'est pour cela que ça vaut le coup de faire ce travail, que ça vaut le coup de rester ici, en Ukraine. Plus de 20 ans après la chute du bloc soviétique, l'Ukraine cherche encore sa place entre Russie et Europe. L'aspiration à plus de liberté a sonné la révolte. Reste à connaître le prix à payer. Où va l'Ukraine? C'est la question que je vais poser à nos deux invités. Bonjour Marielle de Sarnez. Bonjour. Vous revenez de Kiev où vous avez été avec certaines personnes de votre groupe libéraux-démocrates la semaine dernière. Brice Hortefeux, vous êtes également parmi nous. Vous êtes député membre du Parti populaire européen. On ne vous présente plus. Marielle de Sarnez, quel a été votre sentiment quand vous étiez sur place? J'avais déjà été sur place le 8 décembre, lors des grandes manifestations qui avaient lieu après la première répression. Vous savez, quand les forces armées sont arrivées sur la place le matin, à 5 h du matin, qu'ils ont fait prisonniers très nombreux étudiants, ce qui avait beaucoup touché les Ukrainiens et même bouleversé ces images, les Ukrainiens. Et en fait, c'était un sentiment très différent. Le 8 décembre, c'était une espèce d'euphorie, d'enthousiasme. Ils étaient là sur la place à brandir des drapeaux ukrainiens et européens dans une révolution heureuse comme ça. Et puis là, c'était une toute autre ambiance. C'était au lendemain de tous ces morts. C'était une ambiance absolument glaçante. La place était noire, elle avait été brûlée. Il y avait une amertume et en même temps une détermination et une colère extrêmement forte dans la nuit où je suis allée à Maïdan avec Guy Verhofstadt. Donc une ambiance très différente d'un peuple qui avait vu les siens tomber sous les balles ordonnées par le président. Donc c'était quelque chose d'extrêmement lourd. Et puis ensuite, les événements se sont accélérés extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, en 24 heures, tout a basculé. La médiation européenne est arrivée sur place, ce qui était une bonne chose avec le ministre des Affaires étrangères français. Je dis que c'était une bonne chose parce qu'on a toujours des médiations qui sont plutôt, c'est toujours les Polonais ou les Allemands qui sont présents en Ukraine. Que la France ait été là, c'était bien. On peut dire que c'était peut-être un peu trop tard. Justement, je vais vous poser la question. Mais alors, ça a fonctionné. Justement, Brice Hortefeux, on a vu certaines unes, notamment de Libération, qui disaient l'Ukraine trahie par l'Europe en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce qu'on n'a pas été trop... C'est un constat qui est un constat qui doit être honnête
et lucide. Quel est ce constat? D'abord, c'est que la France a été absente, en vérité. Ensuite, que la France, au sein de l'Europe, a elle-même été absente. Et que l'Europe a été trop absente. En clair, la France a été absente. On a une démonstration qui est flagrante, hélas. C'est que dans la semaine qui a précédé le départ du président ukrainien, Barack Obama s'est entretenu à 3 reprises avec la chancelière Angela Merkel, à 2 reprises avec David Cameron, pas avec le président français. Deuxième observation, au sein de l'Europe, la France ne s'est pas particulièrement fait entendre. Et enfin, l'Europe, oui, a été un peu absente, un peu trop absente, un peu trop lente. À quoi le voit-on? On le voit dans la durée. Parce que l'Europe n'a pas su établir un dialogue avec les Russes. Et on sait que la question ukrainienne repose sur un dialogue avec la Russie pour une raison simple, c'est que la Russie, c'est en gros le tiers de la population ukrainienne qui est russophone et une partie de la population à l'ouest qui est plutôt européenne. Et donc ça passe automatiquement par ce dialogue et ce dialogue n'a pas existé. Donc on paie effectivement un retard, pardonnez-moi l'expression, à l'allumage. Alors justement, ce retard à l'allumage, on a un problème aujourd'hui de crise financière en Ukraine, ce qui les a poussés d'ailleurs au mois de décembre à arrêter, à se tourner plutôt vers la Russie. On estime à 35 milliards en fait les besoins de l'Ukraine. Est-ce que c'est à l'Europe de payer ou comme on semble le voir aujourd'hui au D'abord, Fonds ça n'est monétaire pas un international? problème récent. Oui, hein, c'est un problème accumulé au fond depuis 10 ans. L'Ukraine, c'était un pays avec des ressources c'est un pays riche potentiellement, mais qui a une économie et une agriculture qui doivent être modernisées. Et donc, ils sont dans une très mauvaise situation économique. Ils sont dans une mauvaise situation économique parce qu'ils n'ont pas fait les réformes nécessaires chez eux. Et ils sont dans une mauvaise situation économique parce qu'ils ont justement cette relation avec la Russie. Bien sûr qu'il faut qu'on parle avec la Russie. C'est évident qu'on ne va pas écarteler l'Ukraine entre l'Europe et la Russie. Elle regarde vers l'Europe parce que l'Europe, elle la voit comme une perspective de progrès. Or, ils ont besoin d'un progrès démocratique et économique. Et en même temps, évidemment qu'ils ont une histoire et une frontière commune avec la Russie. Mais par exemple, le prix du gaz, le fait que ça fasse le yo-yo et que la Russie en ait fait, au fond, un argument politique, de chantage politique depuis des années, c'est pas récent, hein, avec l'Ukraine, avec des prix du gaz très très hauts par moment, bah, évidemment, tout ceci fragilise la situation. Il y a eu effectivement de nombreuses crises. Et puis, sur deuxième cette chose, quand on dit, mais les Russes ont donné 3 milliards, ils vont peut-être pas donner les 3 milliards qui viennent, à qui ils allaient, ces 3 milliards-là? Vous savez, l'Ukraine, c'est un des pays, le système politique ukrainien, pas le pays, le système politique est un des plus corrompus de la planète. Et tous les gens, tout le monde a vu, tous les téléspectateurs, la maison de Yanukovych, la maison entre guillemets, un peu Disneyland, effectivement. Voilà, hein, de Yanukovych. Et donc, où allait cet argent? Alors maintenant, la question, c'est que cet argent, il doit aller, l'Europe doit aider demain, elle a des instruments pour le faire, elle doit aider à l'investissement, parce qu'au fond, investissement ces réformes structurelles. Et réformes de structure. Alors, est-ce qu'on a les moyens, Brice Hortefeux, d'aider l'Ukraine à l'heure où il a fallu aider Chypre, la Grèce, le Portugal? C'est là la question, on ne parle pas de la même dimension. L'Ukraine, en résumé, c'est la population de l'Espagne avec un produit intérieur brut qui est celui du Portugal. Donc on mesure avec ces deux éléments et toute la question, tout le défi que l'on doit relever. Il y a une réalité, c'est que l'Ukraine avait un potentiel de croissance très important qui dépassait les 5%, qui est tombé malheureusement à 2%, et que l'Ukraine a 72 ou 75 milliards de dettes, et notamment 28 à l'égard de la Russie. C'est donc là encore une fois souligner toute la difficulté que l'Europe doit surmonter pour aider ce pays. Aujourd'hui, l'Europe s'oriente vers une position qui, à mon avis, n'est pas satisfaisante, puisque l'Europe a tendance à dire que c'est le FMI qui doit y faire face. C'est donc un sujet dont nous devons nous emparer. Et d'ailleurs, lors du congrès du PPE, de mon groupe politique, qui se tient la semaine prochaine à Dublin, nous accueillerons Yulia Tymoshenko, qui viendra s'exprimer et rappeler les besoins de l'opposante historique, incarcérée, ancienne Premier ministre, et qui viendra exprimer les besoins de l'Ukraine à cette occasion. Alors, il y avait un des intervenants de ce reportage qui avait une remarque à vous adresser directement. On l'écoute.
Peut-on vraiment parler d'une intégration avec l'Union européenne efficace si la majorité des Ukrainiens n'ont jamais traversé la frontière avec l'UE? En fait, nous sommes séparés de l'Europe par un mur de papier, par un mur des visas et de la pauvreté. Est-ce qu'il n'y a pas une part de cynisme de parler effectivement de l'Ukraine, petite sœur entre guillemets de l'Europe, et de laisser ces Ukrainiens en dehors de cette frontière entre Si la question est l'Ukraine doit-elle adhérer rapidement à l'Union européenne, la réponse est non. Elle n'en a pas aujourd'hui les moyens, la possibilité, et l'Europe n'a pas les moyens et la possibilité de les accueillir pour des raisons d'ailleurs économiques, financières que je viens de rappeler. Ou un partenariat privilégié comme c'était en cours de discussion. Ce qui était envisagé, c'était un partenariat privilégié. C'est d'ailleurs ce qui était une des causes de ce qui s'est déroulé. Et pardonnez-moi d'y voir aussi un symbole très fort. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une période où il y aura des élections européennes, c'est-à-dire que les citoyens européens devront se prononcer, et on sent dans un grand nombre de pays, des 28 pays de la communauté européenne, un scepticisme à l'égard de l'Europe. Et bien finalement, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est aussi une leçon pour nous, Européens. Ça nous rappelle que l'Europe suscite des envies et des espoirs. Et donc c'est un élément aussi très positif. Vous êtes d'accord, Marielle de Sarnez ? Est-ce qu'il faut laisser l'Ukraine en dehors de l'Europe, entre guillemets? Il faut qu'on se comprenne que ce qui se passe en Ukraine là, il y a évidemment cette demande de perspective européenne. Mais c'est parce que pour eux, l'Europe, elle est vécue comme un levier vraiment de progrès. Il faut vraiment comprendre ça. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils soient de l'Ouest ou de l'Ouest ou de l'Est. Ils veulent en finir avec la corruption, ils veulent vivre décemment, et ils veulent aussi, au fond, bénéficier des valeurs aujourd'hui européenne, état de droit, liberté de la presse, justice indépendante, respect des libertés individuelles et publiques qu'ils n'ont pas chez eux, donc ils sont privés chez eux. Ça, c'est le premier point. Et donc, il faut qu'on soit à leur côté pour favoriser cette transition démocratique et ces réformes économiques dont ils ont besoin. C'est très important qu'on soit vigilant et à leur côté. Et puis après, il y a la question de l'avenir de l'Europe. Il faut repenser l'architecture de l'Europe, plus d'intégration d'un côté, et en même temps avoir cette Europe qui peut être effectivement apaisée et puissante sur le continent européen. Alors, dernière question, est-ce qu'il faut s'attendre à une partition? On voit qu'il y a des tensions quand même entre cette Ukraine de l'Ouest et cette Ukraine de l'Est qui regarde plus vers la Russie. Imaginez que l'Ukraine peut se stabiliser demain sans un dialogue, au fond, entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe, ça aura raconté des histoires. On a besoin évidemment de parler avec Poutine, mais Poutine a besoin d'entendre aussi que l'Ukraine a son propre avenir à écrire. Est-ce que vous êtes d'accord, Brice Hortefeux? Est-ce qu'on peut parler avec Vladimir Poutine aujourd'hui sur ces questions de liberté? La question n'est pas de le pouvoir, c'est un devoir. Et précisément, l'enjeu, c'est d'éviter une partition de l'Ukraine. Et il y a certainement des tentations, et il faut donc les dépasser. Comment les dépasser? La solution, elle est très simple, très claire, elle est, j'allais dire, quasi unique. Cela passe par un dialogue entre l'Union européenne et la Russie. Et cela doit reposer sur une évolution de la conception du dialogue entre l'Union européenne et le voisin russe, parce que jusqu'à présent, ce dialogue était extrêmement faible. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer ce dossier riche. Nous, on continue bien entendu à suivre cette question. Rendez-vous en attendant la semaine prochaine avec Ahmed Tazir à Bruxelles. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.